Bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc, cette année, le cours va être dédié à des thématiques de chaos quantique et plus spécifiquement à des résultats de type ergodicité quantique. Alors aujourd'hui, pour le premier cours, je vais donner un peu un exposé d'introduction des questions qu'on va aborder. Donc je pense que le cours d'aujourd'hui et le cours les deux premiers cours seront peut-être des choses un petit peu standards pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà un petit peu le domaine. Je vais rappeler, je l'ai déjà fait dans ma leçon inaugurale, mais je vais rappeler un peu plus en détail, avec des énoncés un peu plus précis, l'histoire du domaine. Ensuite, je vais donner l'énoncé du théorème qui va nous occuper pendant peut-être les 2-3 premières séances, qui est le théorème d'ergodicité quantique. Et après, j'énoncerai aussi des résultats que j'ai démontrés et aussi que d'autres personnes ont démontrés concernant les questions analogues sur des graphes de grande taille. Aujourd'hui, j'ai préparé des transparents parce que je veux montrer encore quelques images, mais à partir de même tout à l'heure, le reste du cours sera complètement au tableau. Donc, comme je l'ai rappelé dans ma leçon inaugurale, la théorie spectrale est née du besoin d'expliquer le spectre des atomes, en particulier le fait que le spectre des atomes soit discret. Et en particulier, en 1913, Bohr a énoncé ce qui s'appelle la règle de quantification de Bohr pour l'atome d'hydrogène. Donc il est parti de la représentation classique de l'atome d'hydrogène, donc du modèle, ce qui s'appelle le modèle planétaire, où on représente l'atome d'hydrogène comme un électron qui tourne autour du noyau et qui est soumis à la force d'attraction coulombienne. Et à ce modèle classique, il a juste rajouté une règle, qui est un peu comme un postulat, qui est que le moment cinétique ne peut prendre que des valeurs qui sont des multiples entiers de la constante de Planck. Et à partir de cette règle postulée, ça contraint les trajectoires de l'électron et ça permet d'expliquer le spectre discret de l'atome d'hydrogène. Donc ensuite, la question suivante, c'était de trouver une description du même type pour les autres atomes. Et en particulier, en 1917, Einstein a écrit un article sur la question qui est plus un article de maths que de physique. Il n'y a pas vraiment de modèle physique concret derrière, où il essaye de donner des règles de quantification pour des systèmes hamiltoniens quelconques. Et il énonce... En fait, il veut corriger une règle qui avait été énoncée par Sommerfeld et Epstein, et à laquelle il reproche de ne pas être invariante par changement de coordonnées. Et donc, il corrige cette règle et il énonce des règles de quantification générales qu'on énoncerait en langage moderne en disant qu'il faut que les variables d'action soient des multiples entiers de la constante de Planck. Voilà, j'ai juste isolé ici un passage qui est le plus pertinent pour le cours. En fait, il remarque que la règle qu'il a énoncée, elle n'a de sens que si les variables d'action sont bien définies. Ça veut dire qu'elle n'a de sens. C'est la phrase, c'est un langage un peu cryptique, en vocabulaire de l'époque. Mais ce qu'il dit, c'est que la règle qu'il a énoncée, elle ne s'applique que pour des systèmes de type A, qui sont ce qu'on appellerait maintenant les systèmes complètement intégrables. Et au contraire, il dit que pour les systèmes de type B, il n'a pas de règle de quantification sous la main. Et donc les systèmes de type B, ce sont tous les systèmes qui ne sont pas complètement intégrables. Et en particulier, il y a une phrase où il parle de mécanique statistique et de systèmes pour lesquels la moyenne temporelle coïncide avec la moyenne microcanonique. C'est ce qui s'appelle maintenant les systèmes ergodiques. J'aurai l'occasion de détailler ça plus tard. Mais donc, la question qu'il pose, c'est... il remarque que si on part d'un système hamiltonien ergodique, on n'a pas sous la main de règles de quantification pour calculer le spectre quantique du système. Donc, ça va être... Voilà, c'est un peu ça le point de départ du chaos quantique. Alors, quelques années plus tard, 1925,
à la fois Heisenberg et Schrödinger, chacun de leur côté, ont énoncé des nouvelles règles pour la mécanique, puisque on n'avait pas réussi à énoncer de règles de quantification pour les atomes autres que l'hydrogène. Alors, dans les règles de la mécanique de Heisenberg, il faut remplacer les quantités physiques, qui d'habitude sont représentées comme des fonctions sur l'espace des phases, il faut les remplacer par des opérateurs. Donc il faut en particulier donner des règles qui, à partir d'une observable classique, permettent de construire un opérateur. Ça, on y consacrera du temps aujourd'hui et la prochaine fois. Et une particularité des opérateurs, c'est qu'ils ne commutent pas. Et ça permet en grande partie d'expliquer la mécanique quantique. Et dans la théorie de Heisenberg, le spectre d'un système physique, pour calculer son spectre, il faut d'abord arriver à définir l'opérateur énergie et ensuite arriver à diagonaliser cet opérateur. Donc c'est une version assez algébrique de la mécanique quantique. Et en parallèle, la même année, Schrödinger énonce une version de la mécanique quantique qui est plus une version EDP, où dans la vision de Schrödinger, en fait, on doit remplacer la description des particules, on doit remplacer la description classique par une fonction d'onde, et il faut trouver une équation qui décrit l'évolution dans le temps de cette fonction d'onde. Et c'est ce qui s'appelle l'équation de Schrödinger que j'ai écrite ici. Donc l'inconnu, c'est la fonction psi. Pour une particule qui se déplace dans R3 et qui évolue dans le temps, la fonction psi, c'est une fonction de x, y, z dans R3 et du temps. Et l'équation de Schrödinger nous dit, ici c'est une équation de Schrödinger linéaire, et elle nous dit comment la fonction d'onde va évoluer dans le temps. Donc on a IH d psi sur dt, qui est égal à psi, auquel on applique un opérateur, et dans cet opérateur, donc c'est l'opérateur qui représente l'énergie, il y a un terme avec le Laplacien, qui correspond à l'énergie cinétique, devant le Laplacien, il y a la constante de Planck au carré. Et puis, il y a un terme V qui va représenter le potentiel, en supposant que le système est soumis à une force qui dérive d'un potentiel. Alors, on a a priori deux théories différentes, mais dans les deux cas, dans la vision de Heisenberg, après avoir construit l'opérateur énergie, il faut arriver à le diagonaliser. Et dans la version de Schrödinger, étant donné qu'on a affaire à une équation linéaire, pour la résoudre, on doit aussi diagonaliser l'opérateur de Schrödinger. Et il se trouve qu'en fait, mathématiquement, les deux théories sont équivalentes, c'est-à-dire si on l'applique, par exemple, aux atomes, ça donne le même spectre. Après, il y a la question de l'interprétation physique, sur laquelle je ne vais pas m'attarder. Mathématiquement, en fait, les deux théories donnent les mêmes résultats. Donc ensuite, je passe en 1950, dans les années 50, c'est avec un article de Eugène Wigner, article très célèbre, où il suggère que, en fait, si on veut calculer des spectres de systèmes avec beaucoup de particules, par exemple des grands atomes, des noyaux très gros, on va se retrouver donc avec un opérateur de Schrödinger avec énormément de variables, et on va de toute façon jamais arriver à le diagonaliser de manière exacte. Donc, il propose un modèle qui peut paraître un peu simpliste, mais qui est juste de prendre des matrices aléatoires, donc une matrice carrée de taille n avec n très grand, de mettre dedans des coefficients indépendants et de même loi. Alors, on veut que la matrice soit symétrique parce qu'on veut des opérateurs auto-adjoints ou des matrices symétriques, mais à part ça, on prend des coefficients indépendants dans la matrice et on calcule ses valeurs propres. Donc les valeurs propres maintenant sont elles-mêmes aléatoires, mais il un peu postule que les valeurs propres qu'on calcule comme ça devraient ressembler statistiquement aux valeurs propres de systèmes à un très grand nombre de particules. Et en particulier, ce qui est assez surprenant, c'est que bien que ce modèle soit vraiment complètement ad hoc, expérimentalement, on voit que ça marche dans pas mal de cas. Donc là, on a sur le dessin de droite, on a un histogramme qui représente, je crois que c'est les différences entre deux valeurs propres pour des grands noyaux. Donc on a une distribution discrète, mais qui est assez bien approximée par le calcul, donc
par la courbe qui s'appelle GOE, qui était la courbe prédite par le modèle de Widner. Et sur ces dessins, il y a aussi une courbe qui s'appelle Poisson, ça serait la même statistique pour un processus de Poisson, et elle est juste là pour montrer que ça ne coïncide pas du tout. D'accord ? Après, il y a eu, dans les années 80, on a commencé à faire des simulations sur ordinateur. Donc ça, c'est une simulation numérique faite par Deland. C'est un atome d'hydrogène, mais dans un très fort champ magnétique, qui fait que le modèle de l'atome d'hydrogène n'est plus du tout complètement intégrable. Et les simulations numériques montrent aussi que les statistiques, c'est des espacements entre valeurs propres, ressemblent assez à la courbe, au modèle théorique de Widner. Et puis, dans la suite de l'exposé, je vais parler un petit peu de billard. Donc un billard, c'est un domaine du plan. On va prendre un domaine borné avec un bord au moins C1 par morceau, disons. Et puis on imagine donc le système classique qui correspond. Là, en mécanique classique, on a une particule qui est soumise à aucune force, donc elle se déplace en ligne droite à vitesse constante, mais quand elle arrive au bord, elle rebondit selon la règle usuelle. Et en mécanique quantique, si on applique, c'est pas vraiment un système quantique, mais on peut toujours lui appliquer la recette qui remplace le hamiltonien classique par le hamiltonien quantique. Donc l'énergie cinétique, ça va donner le laplacien. Et puis comme la particule n'est soumise à aucune force, dans ce cas-là, on n'a pas de potentiel. Donc on se retrouve, l'équation de Schrödinger dans ce cas-là, c'est juste IH d psi sur dt égale laplacien psi avec une constante devant le laplacien. Ce qui fait l'intérêt du problème, c'est bien sûr le bord du billard, parce que la particule classique se réfléchit sur les bords, et puis pour le laplacien, il faut mettre une condition au bord, par exemple la condition de Dirichlet ou la condition de Neumann. Et puis en fait, moi, pour montrer des images, les billards sont pratiques, mais en réalité, pour faire des démonstrations, la présence d'un bord est assez embêtante. En fait, donc, quand je ferai des démonstrations, je parlerai en fait du même modèle, mais sur des variétés riemanniennes compactes, sans bord, où cette fois-ci, on se déplace le long de géodésique, et il n'y a pas de rebond sur les bords, mais maintenant, là, on sera sur des espaces courbes, et on regardera le laplacien associé à la métrique riemannienne. Et toujours dans les années 80, on a aussi fait des simulations numériques sur les valeurs propres du laplacien dans divers domaines, et on a vu que dans pas mal de cas, donc là, sur les histogrammes, on voit 3 statistiques différentes, mais la deuxième, c'est la statistique des espacements de valeurs propres pour le billard en forme de stade, qui épouse raisonnablement bien la courbe de Widner. Et on tombe en fait, pour beaucoup de formes de billard, on tombe sur cette statistique. Par contre, si on est par exemple dans un cercle ou dans un demi-cercle, on trouve une statistique qui ressemble plus à une statistique poissonienne. Et puis après, il y a ce qui s'appelle des statistiques intermédiaires, qui ne sont pas bien comprises, mais il y a des cas intermédiaires entre le cas complètement intégrable et le cas chaotique, où il y a des statistiques pas très bien identifiées. Donc c'est le troisième exemple sur le dessin. Alors là, sur ce transparent, j'ai résumé un peu 3 grandes questions, les 3 questions principales auxquelles s'intéressent les gens dans le domaine du chaos quantique. Donc il y a ce qui s'appelle la conjecture de Boïgas, Giannoni, Schmidt, et qui est ce dont je viens de parler, qui est que parce que ce qu'on constate expérimentalement, c'est que, en fait, pour les billards, par exemple, ce sont les billards chaotiques pour lesquels on observe que le spectre a l'air de ressembler a l'air d'avoir une statistique proche de celle de Widner. Donc on peut formuler cette conjecture que si on a un système hamiltonien classique avec un comportement suffisamment chaotique, à condition de définir ce terme, et si on le quantifie, si on le transforme en système quantique, on va avoir un spectre qui ressemble au spectre d'une matrice aléatoire. Une deuxième
conjecture concerne maintenant les fonctions propres de l'opérateur de Schrödinger. Alors, soit les fonctions propres, soit on peut aussi s'intéresser à... On part d'un état initial et on l'évolue pendant un grand temps. Et on regarde au bout d'un temps très grand comment il a évolué. Donc, les gens ont plutôt tendance à s'intéresser aux fonctions propres, mais c'est tout aussi intéressant en fait, de regarder des états évoluer en temps grand. Et on s'intéresse, donc une fois qu'on a notre fonction d'onde psi, on s'intéresse à un module de psi de x au carré, c'est une densité de probabilité. En mécanique quantique, c'est ce qui donnerait... ça c'est l'interprétation de Copenhague, mais c'est ce qui donnerait la probabilité de trouver la particule au point x si on fait une expérience. Et ce qu'on constate expérimentalement, c'est que si on part d'un système classique suffisamment chaotique et qu'on calcule module de psi de x au carré pour les fonctions propres, par exemple, on voit une distribution qui a l'air d'être à peu près uniforme. On voit une mesure à peu près uniforme, et c'est ce qui s'appelle la conjecture d'unicarlodicité quantique. Je détaillerai aussi un petit peu plus, hein, faudra donner des énoncés un peu plus détaillés. Et la troisième conjecture, qui s'appelle la conjecture de Berry, concerne toujours les fonctions propres. Et bon, il n'y a même pas vraiment en fait, d'énoncé consensuel actuellement, mais ça dit en gros que les fonctions propres, si on les regarde localement avec un zoom adéquat, elles ressemblent à un processus gaussien. Elles ressemblent à des fonctions aléatoires qui sont des processus gaussiens. Et plus spécifiquement, en fait, il faut regarder les fonctions propres sur des boules, mais il faut zoomer. Il faut faire un zoom qui fait que la longueur d'onde devient 1. Alors, et puis plus précisément, en fait, toutes ces conjectures, en tout cas dans la littérature mathématique, elles sont énoncées comme des résultats asymptotiques quand la constante de Planck tend vers 0. Parce qu'il s'agit d'essayer de faire un lien entre un comportement classique et un comportement quantique, et ça, on a espoir de le faire dans le cas où la constante de Planck tend vers 0. Et si on repart de l'équation de Schrödinger, en fait, le fait de satisfaire h carré laplacien plus v psi égale e psi, si on fait une intégration par partie, ça revient à dire que le gradient de psi est d'ordre 1 sur h. Donc, de manière plus rigoureuse, faire tendre la constante de Planck vers 0, ça revient à considérer les petites longueurs d'onde. Alors actuellement, en fait, donc le cours il parlera beaucoup de la deuxième conjecture, parce qu'il y a eu pas mal de choses faites dans les 20 dernières années. Par contre, la conjecture de Boygas, Giannoni, Schmidt et la conjecture de Berry, en fait, je serais bien en peine de donner un cours dessus parce qu'on ne sait quasiment rien faire. Il y a des petites idées qui commencent à apparaître, donc peut-être que dans 10 ans, il y aurait quoi faire un cours dessus. Mais actuellement, la première et troisième conjecture, d'un point de vue mathématique, sont complètement ouvertes. Voilà, alors maintenant je vais énoncer plus précisément ce qui s'appelle le théorème d'ergodicité quantique. Je vais toujours appeler M un billard, où en fait, comme j'ai dit, quand je démontrerai ce théorème, probablement la prochaine fois, M, ça sera une variété riemannienne compacte, sans bord, pour éviter toutes les questions techniques liées au bord, et elle est de dimension D. J'ai déjà parlé du flot du billard, qui est donc le déplacement en ligne droite, et quand on est sur une variété riemannienne, ce qui remplace le flot du billard, c'est ce qui s'appelle le flot géodésique, c'est-à-dire que la particule se déplace avec une accélération nulle, elle suit les géodésiques de la variété. Mais tout ça, ça sera défini un peu plus en détail quand je ferai la démonstration. Et donc, voilà, l'équation d'évolution, c'est... alors, dans une seconde, je vais enlever toutes les constantes physiques, là, je les garde encore. Mais l'équation d'évolution, en gros, c'est le flot unitaire engendré par le Laplacien. Et puis, donc, les fonctions propres de l'opérateur de Schrödinger, c'est rien d'autre que les fonctions propres du Laplacien. Et on va s'intéresser à ce comportement de ces fonctions propres dans la limite des petites longueurs d'onde.
Et avant d'énoncer le théorème, je montre quelques images. Donc voilà dans un disque, quelques trajectoires de billard en rouge, et puis quelques fonctions propres. En vert, ce sont quelques fonctions propres du Laplacien de Dirichlet dans un disque. Alors on a représenté en vert les endroits où la fonction propre est grande, et en blanc, c'est là où elle est petite. Donc en particulier, on voit les lignes nodales, ce qu'on appelle les lignes nodales, donc les endroits où la fonction propre s'annule sont en blanc. Et bon, voilà, on voit une certaine analogie visuelle entre trajectoire de billard et fonction propre. Ça, c'est un cas complètement intégrable où on sait tout calculer, enfin entre guillemets, à condition de supposer que les fonctions de Bessel sont des objets... Enfin voilà, les fonctions propres sont des fonctions... voilà, sont liées aux fonctions de Bessel, donc c'est des objets connus. Un autre objet sur lequel tout est assez explicite, c'est bien sûr la sphère. Alors sur la sphère ronde, il y a de la multiplicité dans le spectre. Ici, toutes les fonctions propres que j'ai représentées, elles ont la même valeur propre du Laplacien, mais par contre, elles ont des valeurs propres différentes pour la rotation autour de l'axe vertical. Et puis, un exemple particulièrement bête, c'est les fonctions propres sur un carré. On connaît explicitement, avec la condition de Dirichlet, on connaît explicitement une base de fonctions propres. Ce sont juste les produits de sinus mx et sinus ny. Donc si on les représente graphiquement, on a des fonctions produits avec des dessins un peu sans surprise. Donc ces trois exemples, là, le carré, la sphère et le disque, ce sont des exemples complètement intégrables où on peut tout calculer à la main. Cela dit, j'en parlerai plus dans le cours, mais cela dit, ce n'est pas des exemples inintéressants. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus actuellement. Une des raisons pour laquelle c'est pas inintéressant, c'est justement la présence de multiplicité dans le spectre. En fait, par exemple, dans un carré, vous voyez la fonction propre numéro 2 et numéro 3, elles ont la même valeur propre. Il y en a juste une qui est tournée de 90 degrés par rapport à l'autre. Donc en fait, il y a au moins toujours une multiplicité 2, et puis il y a certaines valeurs spéciales où il peut y avoir des multiplicités plus grandes. Ce qui fait qu'en fait, on peut s'amuser au lieu de regarder cette base de fonctions propres assez triviale, on peut s'amuser aussi à faire des combinaisons linéaires. On peut créer des nouvelles fonctions propres en faisant des combinaisons linéaires de fonctions propres. Donc là, par exemple, ça c'est une image qui est tirée du livre de Courant et Hilbert, donc 1920 et quelques. Et sur chaque ligne, en fait, donc Courant s'est amusé à... Donc j'imagine qu'il a représenté ça un peu à la main. S'est amusé à faire des combinaisons linéaires d'une fonction propre et de la même fonction propre tournée de 90 degrés. Et il fait varier le paramètre. Il y a un paramètre qu'on peut faire varier, et à chaque fois, il a dessiné les lignes nodales, donc le lieu des zéros de la fonction propre. Et on voit des dessins assez... Enfin, on voit que la topologie, en particulier des lignes nodales, varie de manière assez intéressante quand on fait varier les paramètres. Et actuellement, en fait, il y a encore pas mal de recherches sur ce sujet, en particulier, qu'est-ce qui se passe quand on regarde des combinaisons aléatoires de fonctions propres, à quoi ressemblent les lignes nodales. Il y aurait de quoi aussi faire un cours entier là-dessus. Ça ne sera pas le sujet de cette année, mais bon, là, c'est un sujet de recherche, en fait, assez actif de comprendre ce genre d'image. Ça, justement, c'est un article assez récent de Bourguin et Rudnick, toujours sur les lignes nodales dans un carré. Et voilà quelque chose qui se rapproche plus du sujet du cours. Donc ça, des simulations numériques des années 80 et une plus récente, un petit peu plus jolie. Donc là, il s'agit d'un certain nombre de fonctions propres ordonnées consécutivement dans un billard en forme de stade. Le théorème, donc on voit des... Si on regarde un peu de loin, on voit beaucoup de fonctions propres ont l'air d'occuper un petit peu uniformément l'espace, mais si on regarde de plus près, il y a quand même pas mal de détails fins qu'on a envie de comprendre, et qu'on ne comprend d'ailleurs pas. Les détails fins ne sont pas très bien compris. Et puis on voit aussi quelques fonctions propres qui sont très différentes des autres, qui sont complètement concentrées
à l'intérieur du rectangle et qui sont très petites sur les ailes. Et là, comme je disais tout à l'heure, on peut aussi avoir envie de s'intéresser plutôt aux aspects dynamiques. Donc on part d'une condition initiale qui est sur ce dessin, c'est un paquet d'ondes gaussien. Et là, on est dans un billard qui est une cardioïde, c'est la moitié d'une cardioïde. Et on fait évoluer ce paquet d'ondes selon l'équation de Schrödinger. Et donc au départ, on le voit qui se déplace à peu près en ligne droite, un peu comme une particule classique, mais petit à petit, il y a de la dispersion. Et au bout d'un moment, il y a des effets quantiques qui apparaissent, il y a des interférences. Et en fait, au bout d'un moment, on commence à voir, à partir d'un certain temps, le dessin a l'air complètement aléatoire. Et ça aussi, c'est des choses partiellement comprises, mais pas complètement. Voilà, maintenant je vais énoncer le théorème de Schnirelmann, le théorème d'ergodicité quantique. Et je vais arrêter d'utiliser des notations de physique, puisque maintenant je suis sur on va dire sur une variété riemannienne compacte. Et je m'intéresse à l'équation de Schrödinger, mais sans potentiel, ce qui revient juste à regarder le Laplacien. Donc maintenant, ma notation, ça va être... mes fonctions propres, je vais les appeler psi k. Les valeurs propres, c'est moins lambda k. Le moins est là pour que les lambda k soient des nombres positifs. Et donc, on va s'intéresser à Laplacien psi k égale moins lambda k psi k. Et on normalisera toujours les fonctions d'onde pour que leur norme dans L2 soit égale à 1. Et quand on regarde l'ergodicité quantique, on s'intéresse à des mesures de probabilité sur M, dont la densité, c'est psi k au carré. Et on veut savoir en particulier comment se comportent ces probabilités quand lambda k tend vers l'infini. Alors voici le théorème d'ergodicité quantique. On va regarder une base orthonormale de fonctions propres du Laplacien. Et ce qui est important, c'est qu'il faut ordonner les valeurs propres par ordre croissant. Lambda k plus petit que lambda k plus 1. Et le théorème nous dit, donc on a envie de... Typiquement, on a envie de comparer la mesure de probabilité de densité psi k au carré avec la probabilité uniforme. Et on va faire ça en regardant une observable A, qui est pour l'instant seulement une fonction sur M. Donc je prends une fonction test, A c'est une fonction continue sur M, et je veux comparer l'intégrale de A psi k au carré fois la mesure de Lebesgue avec l'intégrale de A fois la mesure de Lebesgue. Donc je prends la différence entre les deux. Et le théorème de Schnirelmann, ou le théorème d'ergodicité quantique, me dit que si je suppose que le flot géodésique est ergodique, ça je le définirai la prochaine fois, si je suppose que le flot géodésique est ergodique, si je regarde la valeur absolue entre la différence entre les deux intégrales, et si je moyenne sur toutes les valeurs propres plus petites que lambda, donc je fais la somme sur tous les lambda k plus petits que lambda et je divise par le nombre de termes dans la somme, alors cette quantité moyennée tend vers 0 dans la limite où lambda tend vers l'infini. Lambda tend vers l'infini, c'est la limite des petites longueurs d'onde. Grande fréquence ou petite longueur d'onde. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce théorème ? Déjà, je veux faire remarquer quelque chose d'important, qu'on reverra quand on fera la démonstration. Si je n'avais pas ici les valeurs absolues, ça serait toujours vrai sans aucune hypothèse. Si je n'ai pas les valeurs absolues, c'est un résultat qui vient du calcul pseudo-différentiel, mais le fait que cette différence tende vers 0 sans la valeur absolue, ça revient juste à dire qu'on a calculé de deux manières différentes la trace de A multipliée par un projecteur spectral. Donc ça, c'est toujours vrai sans aucune hypothèse sur la variété, et sous l'hypothèse d'ergodicité, on peut dire quelque chose qui est beaucoup plus fort avec les valeurs absolues. Alors, comment comprendre ce théorème ? Vous voyez, c'est pas une convergence de la suite, c'est une sorte de convergence au sens de Césaro, puisqu'on a fait une moyenne sur les termes de la suite. Alors, vous savez
Sans doute que si une suite converge au sens de Césaro, elle ne converge pas forcément. C'est vrai dans l'autre sens. Si une suite converge, alors elle converge au sens de Césaro, mais ici, le fait d'avoir cette convergence en moyenne ne nous dit malheureusement pas que l'intégrale de A psi k au carré converge vers l'intégrale de A tout court. Mais cela dit, ici, c'est une moyenne de termes positifs, puisque j'ai mis la valeur absolue. Et quand on a une moyenne de termes positifs qui est petite, ça veut forcément dire que beaucoup de termes sont petits dans la somme. On peut dire que... Ouais, en fait, si on a une suite de nombres positifs et qu'on sait qu'elles convergent vers 0 au sens de Césaro, on peut, alors, c'est pas vrai, ça reste faux, on ne peut pas en déduire que à n tend vers 0, mais on peut en déduire qu'il y a une sous-suite qui tend vers 0. Donc S, c'est une sous-suite de densité 1. Densité 1, ça veut dire que le nombre de termes dans la suite plus petit que grand n et se comporte comme n quand n tend vers l'infini. Non, tend vers 1, pardon. Donc il y a une grosse sous-suite qui tend vers 0. Donc souvent, en fait, le théorème d'ergodicité quantique, on préfère l'énoncer en termes de sous-suite de densité 1. De manière complètement équivalente, on peut trouver, si je me donne une fonction, une observable A, on peut trouver une suite de densité 1 que j'appelle grand S, telle que la moyenne de A psi k au carré converge vers la moyenne uniforme de A. Ou encore, on peut dire, ça revient à dire que la suite de mesures de probabilité psi k de x au carré fois le volume fois la mesure de Lebesgue converge au sens faible vers la mesure uniforme, le long de cette sous-suite. Donc ça, on le voyait, on peut considérer que cette image illustre ça, parce qu'on voit effectivement qu'il y a une majorité des fonctions propres qui ont l'air uniformes, mais c'est aussi, ça montre aussi que dans cet exemple, il semble qu'il faut vraiment extraire une sous-suite. Hein. On voit dans les simulations numériques, on voit un petit nombre de fonctions propres qui n'ont pas l'air du tout uniformes. Alors, ça, ce que j'ai énoncé, c'était une version un petit peu simplifiée du théorème de Schnirelmann. Pour le démontrer, en fait, on est obligé de travailler sur l'espace des phases, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'observables qui dépendent que de la position x. On est obligé de travailler sur l'ensemble des couples position et impulsion, c'est-à-dire le fibre éco-tangent de la variété. Donc x, ça va être un point de la variété qui représente la position de la particule, et xi, c'est un vecteur tangent ou cotangent qui représente la vitesse ou la quantité de mouvement. Et on va devoir considérer des observables qui sont des fonctions à la fois de la position et de la quantité de mouvement. Et là, il y a une construction que je vais expliquer peut-être en fin de cours, je vais commencer tout à l'heure peut-être, qui dit qu'à partir d'une observable classique, c'est-à-dire d'une fonction sur l'espace des phases, on peut construire un opérateur obtenu en remplaçant la quantité de mouvement par un opérateur de différenciation, 1 sur i d sur dx. C'est ce qui s'appelle un procédé de quantification. Alors, on utilise, quand on est sur RD, on passe par la transformée de Fourier. Mais ça, je le détaillerai au tableau tout à l'heure. Le fait de remplacer xi par 1 sur i d sur dx, ça s'exprime complètement en identifiant la variable de Fourier et la quantité de mouvement xi est identifiée à la variable de Fourier. Et puis, ça c'est une définition formelle, mais il y a tout un travail à faire de dire pour quelle classe de fonction A ça a un sens de regarder ce genre d'opérateur et
Il y a tout un travail d'analyse fonctionnelle pour dire sur quels espaces ces opérateurs sont bien définis. Donc ça, on devra rentrer un petit peu plus dans le détail de ça. Et par exemple, ici, dans l'énoncé, je vais supposer que ma fonction A, c'est infini. Et puis, par rapport à la variable psi, je vais supposer qu'elle est homogène de degré 0. Donc en fait, elle dépend juste de la direction de psi. Et maintenant, voilà, dans le théorème de Schnirelmann général, on va prendre la quantité qui va nous intéresser, c'est le produit scalaire dans L2 de psi k avec l'opérateur A2x dx psi k. Si jamais A dépend que de la position, on se retrouve, cette quantité, c'est exactement la quantité que je regardais tout à l'heure, c'est exactement l'intégrale de A de x psi k au carré. Et par contre, si A dépend aussi de la quantité de mouvement, l'opérateur prend en compte la transformée de Fourier. Et donc voilà le théorème de Schnirelmann sous sa forme générale, toujours sous l'hypothèse d'ergodicité du flux géodésique. Il nous dit maintenant que pour la plupart des fonctions propres, cet élément de matrice psi k A psi k est proche de l'intégrale de A, et maintenant la mesure qu'on regarde, c'est la mesure de Lebesgue en X et la mesure de Lebesgue en Psi. Donc c'est plus fort que le théorème précédent, ça nous dit non seulement que les fonctions propres sont uniformes en position, mais aussi en transformée de Fourier. Et ça, c'est toujours le long d'une sous-suite, parce qu'on a toujours cette moyenne de Césaro qui est là. Alors voilà 3 exemples de billards qui sont connus pour être ergodiques. Je donnerai la définition de l'ergodicité probablement la prochaine fois, quand je ferai la démonstration. Mais voilà 3 billards dont il a été démontré qu'ils sont ergodiques. Donc le théorème en particulier s'applique à ce genre de billard. Et la conjecture d'unique ergodicité quantique, qui a été formulée dans un article de Rudnick et Sarnak en 1994, dit que si on est sur une variété de courbures négatives, toujours compacte, il ne devrait pas y avoir besoin d'extraire cette sous-suite. Il devrait y avoir vraiment toute la suite qui converge. Dans le billard en forme de stade, c'est clair sur les simulations numériques qu'il y a vraiment besoin d'extraire une sous-suite. Et d'ailleurs, Andrew Hassel a démontré il y a quelques années qu'on a vraiment besoin d'extraire une sous-suite. Mais la conjecture dit que si on est sur une variété de courbures négatives, normalement, on ne devrait pas avoir besoin d'extraire la sous-suite. Et actuellement, voilà, cette conjecture est ouverte, mais il y a quand même pas mal de résultats encourageants. D'une part, il y a eu les résultats d'Elon Lindenstrauss, qui sont un peu spécifiques ce qui s'appelle les surfaces arithmétiques, qui sont une certaine classe de surfaces hyperboliques, qui ont la propriété que, en plus du Laplacien, il y a d'autres opérateurs qui s'appellent les opérateurs de Hecke, qui sont des sortes de Laplaciens p-adiques. Donc le Laplacien usuel, c'est un Laplacien réel, et les opérateurs de Hecke, c'est des Laplaciens p-adiques. Et tous ces Laplaciens commutent entre eux. Donc on peut décider de considérer des fonctions propres communes à tous ces Laplaciens. Et du coup, comme on a plus d'opérateurs, en fait, on a plus d'informations sur les fonctions propres et ça permet d'aller plus loin. Et ce qu'avait fait Lindenstrauss, c'est de démontrer la conjecture en supposant qu'on regarde des fonctions propres communes. Alors ça pose encore une fois la question de la multiplicité du spectre. Si le spectre est simple, ça veut dire si chaque valeur propre a multiplicité 1, le fait de supposer qu'elles sont des fonctions propres communes, c'est automatique en fait. Donc, mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de borne satisfaisante sur la multiplicité des valeurs propres. Voilà, donc on ne sait pas si le fait de rajouter cette hypothèse de prendre des fonctions propres communes à tous les opérateurs de Hecke et au Laplacien, on ne sait pas si ça restreint ou non le choix des fonctions propres, parce qu'on ne sait pas s'il y a de la multiplicité. Alors d'autres choses qui sont connues et dont je parlerai dans le cours, c'est d'une part ce que j'avais fait avec Stéphane Donenmacher il y a un certain temps.
Donc si on prend nos éléments de matrice, la psica, apsica, par un argument de compacité, on peut toujours supposer qu'on peut extraire une sous-suite qui converge vers quelque chose. Et la limite, elle est toujours de la forme intégrale de A, d mu, où mu c'est une mesure positive. Ça, c'est juste un résultat abstrait voilà, de dualité. Et donc la question, c'est d'arriver à dire quelque chose sur la mesure mu, qui est en haut, là, dans... Alors, la conjecture... je ne sais pas si je l'ai allumé, ça, en fait. Ouais. La conjecture d'unique ergodicité quantique, c'est justement d'arriver à montrer que mu, c'est la mesure de Lebesgue. Mais même sans vouloir démontrer ça, on peut vouloir dire des choses sur la mesure mu. Et ce qu'on avait démontré avec Stéphane il y a un certain temps, c'est qu'en fait, la mesure mu qu'on définit comme ça, elle a une entropie de Kolmogorov-Sinai qui est strictement positive. Ça, je le démontrerai, et je donnerai la définition de cette entropie. Mais par exemple, si on veut juste donner une conséquence de notre travail qui est beaucoup moins forte que de dire que l'entropie est strictement positive, mais qui a l'avantage de ne pas demander de définition. Oups. Par exemple, une conséquence, c'est que si on est en courbure constante négative, notre résultat, il implique que le support de mu, il a une dimension au moins égale à d, qui est la dimension de la variété m. Donc en particulier, mu ne peut pas être porté par une géodésique fermée, par exemple. Le support de mu doit être assez grand. Et puis, plus récemment, il y a eu des résultats de Dyatlov, Jin et Noonan-Macher qui sont en dimension 2, toujours en courbure négative, et qui disent que la mesure mu, elle doit mettre une masse positive. Elle a support plein, ça veut dire qu'elle doit mettre une masse positive sur tout ouvert non vide. C'est des résultats qui sont un peu disjoints, il n'y en a pas un qui implique l'autre. Il n'y a pas de relation directe entre le petit 1 et le petit 2, mais les deux résultats nous disent que la mesure mu, elle ne peut pas être portée par un ensemble trop petit, en deux sens différents. Et ça, voilà, je pense qu'on essaiera au moins de donner des idées de preuve des deux résultats, et en décembre, Semyon Dyatlov en particulier interviendra pour raconter une partie de la preuve. Voilà, et enfin, je veux parler un petit peu de résultats sur les graphes et sur les matrices aléatoires. Alors les graphes ont été introduits dans le sujet un petit peu comme modèle joué. Les graphes sont, c'est d'une part parce qu'on espère que quand on travaille sur des graphes, on peut peut-être faire plus facilement des calculs à la main. Et par ailleurs aussi pour les simulations numériques, on se dit que peut-être travailler sur des graphes c'est un petit peu plus simple. Et bon, il y a tout un tas d'articles qui concernent des modèles joués. Tous les modèles joués, en fait, ils ont en commun que ce sont des modèles discrets au lieu d'être des variétés. Et la limite où h bar tend vers 0, elle est en général remplacée par une limite où on considère une suite d'espaces de Hilbert dont la dimension tend vers l'infini. Donc la limite h bar tend vers 0 dans les modèles joués, elle est remplacée par une limite de dimension qui tend vers l'infini. Alors, le genre de choses qu'on va regarder, ça va être un graphe, donc des sommets reliés par des arêtes. Et dans mes premiers travaux sur le sujet, je travaillais avec des graphes réguliers, ça veut dire que tous les points ont le même nombre de voisins. Donc, par exemple, sur cette image, chaque sommet, il est voisin de 3 points. Oups. Zut. Ce qu'on va regarder, c'est le Laplacien discret. Donc maintenant, tout est discret. Les fonctions qu'on regarde, ce sont des fonctions sur les sommets. Et comme je vais regarder des graphes finis, donc avec un nombre fini de sommets, l'ensemble de fonctions qu'on regarde, c'est un espace de dimension finie. Le Laplacien d'une fonction f en un sommet x, c'est la somme sur tous les voisins de x de f de y moins f de x. Et puis si, avec mon hypothèse que tous les points ont le même nombre de voisins, ça fait la même chose que somme sur tous les voisins de x de f de y moins q plus 1 fois f de x, où q plus 1 c'est le nombre de voisins.
Donc, dans le cas particulier des graphes réguliers, le Laplacien, c'est la même chose que ce qu'on appelle la matrice d'adjacence, moins un multiple de l'identité. Ah, zut. Peut-être je vais sauter ça. Alors, quelque chose qui est particulier, moi, dans mes travaux, à chaque fois, le nombre de voisins était fixé. Et donc, on regarde des opérateurs qui non seulement sont bornés, mais en fait, on va regarder la limite où le nombre de sommets tend vers l'infini. Donc, on a des graphes finis, mais qui deviennent de plus en plus grands. Et même quand n tend vers l'infini, on va supposer que ce nombre Q est fixé. Donc, en fait, on est en train de regarder des opérateurs vraiment dont le spectre est contenu dans un intervalle fixé. Donc, on ne va pas essayer de regarder la limite des hautes fréquences ou des choses comme ça. Vraiment, ce qui va remplacer la limite semi-classique, c'est la limite de grand nombre de sommets. Et en fait, dans les travaux avec Étienne Lemasson, on s'était posé la question de savoir s'il y avait quelque chose qui ressemblait au théorème de Schnirelmann, mais dans le contexte des graphes, des graphes discrets, et il se trouve qu'on a commencé par les graphes réguliers. Alors voilà notre théorème. C'est une famille déterministe de graphes. On a une famille de graphes dont la taille tend vers l'infini, et donc on doit faire des hypothèses un peu sur cette famille de graphes. Et on a mis deux hypothèses. Que d'une part, il ne doit pas y avoir trop de chemins fermés de longueur fixée sur le graphe. C'est-à-dire si je me donne une longueur L et que je compte le nombre de chemins fermés de longueur L sur le graphe, il est négligeable par rapport à la taille du graphe. Bon, si on veut, on peut mettre une hypothèse un peu plus forte, qui est que la longueur du plus petit chemin fermé tend vers l'infini. Ça, c'est une version un peu affaiblie. Ça veut dire qu'en fait, mon graphe, si je prends un point un peu au hasard sur mon graphe et que je regarde un voisinage de ce point, je vais voir un arbre. Localement, j'ai un graphe qui ressemble à un arbre. Et puis, on a supposé aussi que nos graphes formaient une famille d'expanseurs, c'est-à-dire qu'il y a un trou spectral de taille fixée dans le spectre de la matrice d'adjacence. Et avec ces deux hypothèses, on a réussi à démontrer quelque chose qu'on a appelé théorème d'ergodicité quantique, parce qu'on était inspiré par... c'est que donc on prend une base de fonction propre du Laplacien, et puis on prend une observable. Pour simplifier, je vais dire que c'est une observable qui ne dépend que de la position, mais en fait, on a une version plus générale avec des observables qui dépendent, entre guillemets, de la quantité de mouvement, mais à condition de savoir ce que c'est. Et en fait, c'est pareil, comme tout à l'heure, on veut comparer. Donc, en fait, maintenant, pour chaque fonction propre, si je fais phi i de x au carré, ça me donne une mesure de probabilité sur les sommets. Et j'ai envie de savoir si cette mesure de probabilité est proche d'être uniforme ou non. Il y a plein de manières de mesurer la distance entre deux mesures de probabilité, mais là, je vais juste comparer la moyenne d'une observable donnée. Donc, je me donne cette observable A, et je compare la moyenne de A pour la mesure phi de x au carré avec la moyenne de A pour la mesure uniforme qui est écrite ici. Et idéalement, c'est pareil, j'aimerais bien dire que pour toutes les fonctions propres, ces deux moyennes sont proches, mais encore une fois, on a un résultat qui est simplement en moyenne de Césaro. On doit moyenner sur le spectre. Et encore une fois, là, ce qui est important, c'est d'avoir mis une valeur absolue. En fait, si j'écris le résultat sans la valeur absolue, il est trivial. Il n'y a même pas besoin de prendre la limite, c'est vraiment toujours égal à 0. C'est encore une fois, c'est dire que la trace d'un opérateur ne dépend pas de la base orthonormée. Donc sans la valeur absolue, c'est toujours égal à 0 pour n'importe quel graphe. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir mis la valeur absolue. Et toujours selon le même principe que si on a une moyenne de termes positifs qui est petite, ça veut pas forcément dire que tous les termes sont petits, mais ça veut dire que beaucoup de termes doivent être petits. C'est un peu comme en probabilité, quand on dit que la convergence en normal 1 implique la convergence en proba. Donc on peut, de manière équivalente, on peut dire que si je me donne n'importe quel epsilon, et si je compte le nombre de fonctions propres pour lesquelles les deux moyennes sont à distance plus grande que epsilon,
alors ce nombre est négligeable devant n. Donc pour la plupart des fonctions propres, la moyenne de A est proche de la moyenne uniforme. Hop. Alors voilà, ce résultat, il s'applique à certaines familles bien connues de graphes qui ont été étudiées récemment. Je ne vais pas décrire en détail, mais il y a des familles de graphes déterministes pour lesquelles on sait que les hypothèses de notre théorème sont vérifiées. Il s'applique aussi à des graphes aléatoires. Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, hop. Désolée. Ah oui, je voulais quand même aussi mentionner... Bon, tant pis, si je mentionne quand même. Je voulais mentionner un résultat de Broods et Lindenstrauss qui est un petit peu différent, mais qui ressemble un peu plus à mon résultat avec Stéphane Nonen-Macher sur l'entropie. Donc leur hypothèse, il y a aussi une hypothèse qui concerne les circuits du graphe. En gros, il faut que le plus petit circuit il soit de taille au moins log n, où on peut affaiblir ça en disant qu'on ne veut pas beaucoup de circuits de taille plus petite que log n. Et leur résultat nous dit que pour toutes les fonctions propres, si j'ai un sous-ensemble de l'ensemble des sommets sur lequel la fonction propre met une masse plus grande que epsilon, alors ce sous-ensemble doit avoir un cardinal qui est assez grand. Donc ça, voilà, si la masse de la fonction propre sur B est plus grande que epsilon, le cardinal de B doit être au moins n à une certaine puissance delta. Ce delta, il est explicite en fonction de C et de epsilon. Donc ça dit que les fonctions propres ne peuvent pas se concentrer sur des ensembles trop petits. Donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est un résultat qui dit quelque chose sur toutes les fonctions propres, alors que le résultat d'ergodicité quantique, il nous dit quelque chose sur la plupart des fonctions propres. Par contre, il nous compare pas du tout la mesure avec la mesure uniforme. Il dit plutôt quelque chose, voilà, sur la taille du support. Comme je disais, voilà, il y a des exemples connus de familles de graphes déterministes où nos hypothèses sont vérifiées. Après, on peut aussi avoir envie de s'intéresser à des graphes aléatoires. Alors là, j'énonce, ça c'est une petite partie des travaux de beaucoup de gens, et j'ai pris plus particulièrement leurs résultats sur les graphes réguliers aléatoires. Donc, précédemment, on regardait des graphes déterministes. Là, maintenant, on peut avoir envie de prendre des graphes au hasard. Le modèle, c'est le suivant. On fixe le nombre de sommets et on met des arêtes. On regarde toutes les manières de mettre des arêtes entre ces sommets de manière à ce que chaque point ait Q plus un voisin. Là, je vais l'appeler D simplement parce que c'est le nombre de voisins, ça va être D, c'est juste pour garder les notations de l'article d'origine. Donc on regarde toutes les manières de mettre des arêtes pour que chaque sommet ait Q plus un voisin. On peut essayer de les compter, c'est pas très facile, mais bon, on sait à peu près compter ça. Et on met la mesure uniforme sur tous ces graphes. C'est un modèle possible de graphe régulier aléatoire, c'est un des modèles les plus naturels. Et ce qu'ont démontré Bauer, Schmid, Wang et Yao, c'est que d'une part, si on prend un graphe au hasard, alors on peut considérer que les fonctions propres sont... on voudrait dire, idéalement, si la fonction propre, elle nous définissait exactement la mesure uniforme, hein, on devrait avoir phi de x au carré égale 1 sur n. Ça serait vraiment exactement la mesure uniforme. Autrement dit, module de phi de x égale 1 sur racine de n. On ne peut pas espérer exactement ça, évidemment, mais ce qui démontre, c'est ce qu'on peut espérer de mieux, c'est que la norme sub des fonctions propres, elle est en 1 sur racine de n fois une certaine puissance de log n. Le rond, ça veut juste dire qu'il y a une certaine puissance qui n'est probablement pas optimale. Donc ça c'est quasiment dire que les fonctions propres définissent la mesure uniforme. Enfin, il y a quand même ce log n, mais dont on ne peut pas... Et puis, ils ont un résultat qu'ils appellent unique ergodicité quantique probabiliste. Donc, on prend une observable
qui est déterministe. Après avoir choisi cet observable, on prend un graphe au hasard et on regarde toutes les fonctions propres toutes les valeurs propres et les fonctions propres de ce graphe. Et on veut comparer, comme précédemment, l'intégrale de A phi au carré avec la moyenne uniforme de A. Et on peut dire que pour presque tous les graphes, donc autrement dit avec une grande probabilité sur le choix du graphe, ces deux moyennes sont les mêmes à une erreur toute petite près. D'accord, donc, et la différence avec l'ergodicité quantique, c'est qu'avant avant le graphe était donné, mais on savait ça seulement pour la plupart des fonctions propres. Maintenant, on a pris un graphe au hasard, mais pour ce graphe, on sait que vraiment pour toutes les fonctions propres, on peut dire que les deux moyennes sont les mêmes. Et l'erreur, en plus, est vraiment bien meilleure que celle qu'on avait obtenue avec Étienne Lemasson dans notre cadre déterministe. Alors, pour être juste, je dois dire que ça, c'est l'aboutissement de toute une série d'articles très longues, et ça me prendrait, si je voulais vraiment faire un panorama de tout ce qui a été fait, ça pourrait faire un cours à lui tout seul, mais en fait, c'est une série d'articles qui commence avec ce qui s'appelle des matrices de Wigner, des matrices aléatoires où on met des entrées indépendantes, toujours des matrices symétriques pour ces auteurs-là. Et au départ, on met même des entrées de même loi. Et puis les premiers résultats, c'est d'arriver à comparer la statistique des valeurs propres de ces matrices avec la statistique de Wigner, qui est le cas où les entrées sont gaussiennes. Et puis petit à petit, ils ont essayé de s'éloigner de plus en plus du cas même loi et du cas indépendant. Donc après, il y a eu des articles où il y avait toujours des entrées indépendantes, mais avec des lois différentes. Ça, c'est intéressant parce que, par exemple, ça permet de traiter des matrices bandes aléatoires. Après, il y a eu... petit à petit, ils se sont affranchis de plus en plus d'hypothèses. Et les derniers résultats, ça, c'est... les graphes aléatoires, c'est vraiment des choses assez récentes. Le résultat, c'est de l'année dernière. Et après, au début, ils ont réussi à faire des graphes aléatoires dont le degré devait tendre vers l'infini en même temps que n. Après, il y a eu un article où le degré était fixé, mais de l'ordre de 10 puissance 20. Et c'est seulement l'année dernière, en fait, qu'ils ont réussi à faire degré 3. Et puis, je dois dire aussi que ces résultats-là sur les fonctions propres, c'est un peu un sous-produit. Eux, ce qui les intéresse réellement, ce sont les statistiques spectrales. Donc, au départ, en fait, ce qu'ils essayent de démontrer, c'est des estimées de résolventes. C'est de montrer des choses sur la fonction de Green de la matrice. Et un petit peu comme sous-produit, après, ils en déduisent des choses sur les fonctions propres. Donc, en fait, ça, on va en parler au mois de janvier. En particulier, Paul Bourgade va venir et nous expliquer. Ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va montrer comment, à partir d'estimées sur la résolvante, on peut déduire ce genre de résultats. C'est-à-dire, on va admettre les estimées sur la fonction de Green et montrer comment on peut en déduire des choses de type ergodicité quantique. Ah oui, je voulais aussi mentionner que l'année dernière, il y a eu un article mis en ligne par Cipolloni, Erdős et Schröder, qui fait ce genre de choses, mais aussi pour les éléments non diagonaux, et ils appellent ça la thermalisation. Au lieu d'appeler ça l'ergodicité quantique, ils appellent ça la thermalisation. Donc, j'aurais aimé que... Voilà, Laszlo Erdős sera là dans 2 semaines, et j'aurais aimé qu'il nous parle de ça, mais j'ai l'impression, d'après son résumé, qu'il va parler d'un autre modèle de matrice aléatoire. Donc mais bon, j'espère qu'on va quand même... Apparemment, quand la dimension du système tend vers l'infini, il faut peut-être plus parler de thermalisation que d'ergodicité. Peut-être aussi, Francis, tu feras des commentaires là-dessus la semaine prochaine. Pour moi, j'avais appelé ça ergodicité parce que quand on s'est mis à travailler là-dessus avec Étienne Lemasson, on pensait vraiment au théorème de Schnir-Ullmann. Et d'ailleurs, notre preuve copie un petit peu la démonstration du théorème de Schnir-Ullmann. Mais peut-être qu'en fait, il faudrait dire... C'est vrai que c'est pas une limite de haute fréquence, c'est plutôt une limite de dimension du système qui tend vers l'infini. Voilà, alors juste pour dire un petit peu où on va dans les semaines qui viennent, d'abord je vais démontrer le théorème de Schnir-Ullmann.
Après, je vais parler un peu de ce que j'ai dit, là, le résultat sur l'entropie des fonctions propres avec Noonan-Macher, et puis le résultat sur le support des mesures obtenues comme limite de fonctions propres. Tout ça, c'est sur des surfaces de courbure négative. Et après, en janvier, on parlera un peu plus de graphes et de matrices aléatoires. Alors, normalement, je voulais un petit peu parler d'opérateurs pseudo-différentiels. Oui, je vais peut-être quand même... J'avais dit que je ferais 1h15. Je vais un petit peu... je vais un petit peu commencer à définir les procédés de quantification de manière un peu plus détaillée. Comme ça, je pourrai l'utiliser la prochaine fois. Donc on va parler un peu de procédés de quantification et d'opérateurs pseudo-différentiels. Alors je noterai toujours D la dimension soit de la variété, soit de l'espace sur lequel je travaille, et je vais utiliser les conventions suivantes pour la transformée de Fourier. Et je pense que je vais normaliser. Bon, je ne sais pas si j'arriverai à me tenir à une convention, mais je vais essayer de la normaliser comme ça pour qu'elle soit unitaire. Et puis, on aura la version, la transformée de Fourier semi-classique, c'est-à-dire juste... on aura des versions où on a un petit paramètre qui peut s'interpréter comme la constante de Planck. C'est simplement la même transformée de Fourier, mais à laquelle on applique une homothétie. Et si on veut qu'elle continue à être unitaire, hein, il faut renormaliser comme ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si maintenant j'ai une fonction qui va être une observable classique, qui est une fonction de la position et de la quantité de mouvement, j'ai envie de pouvoir lui associer un opérateur en remplaçant xi par la dérivation, par 1 sur i fois la dérivation. Et j'utiliserai en général la formule suivante. Alors, il y a deux notations que soit on le note comme ça, ou soit j'utiliserai aussi la notation hop, l'opérateur associé à A. On peut utiliser cette notation, cette définition. Alors, ce dont il faut avoir conscience, c'est parce que c'est l'opérateur de multiplication par x et l'opérateur de dérivation, ils ne commutent pas. Donc ça, c'est pas du tout du calcul fonctionnel. Hein. C'est pas du tout. Je suis pas en train du tout d'appliquer le calcul fonctionnel. Et en particulier, le fait qu'ils ne commutent pas, ça fait que c'est pas une définition canonique. Il y a un choix à faire. Moi, je ferai en général ce choix. Je pense que la semaine prochaine, Francis parlera d'une autre quantification où on met x plus y sur 2, là. C'est un autre choix. Quand on fait ce choix-là, c'est ce qui s'appelle la quantification de Weil.
Et celle-ci, on l'appelle souvent, je ne sais plus, quantification standard ou gauche peut-être. Voilà, c'est un autre choix. En fait, à pas mal d'égards, la quantification de Weil est meilleure, enfin, elle a des meilleures propriétés algébriques. Moi, comme après, de toute façon, j'aurais besoin de faire ça sur des variétés dans des cartes. Je perdrais, quand je serai sur une variété dans des cartes, je perdrai tout le bénéfice d'avoir choisi l'une ou l'autre. Donc pour moi, ça n'aura pas beaucoup d'importance. Mais on peut voir, là où on peut voir la différence, c'est que par exemple, si ma fonction c'est, mettons en dimension 1, si la fonction A c'est x fois xi, si on applique cette définition-là, on va trouver x fois 1 sur i d sur dx, et si on applique cette définition-là, on va trouver une version symétrisée. La quantification de Weil, elle est toujours, elle a cette propriété de symétrie. Et plus généralement, l'exemple de base, c'est évidemment les opérateurs différentiels. Donc les opérateurs différentiels, c'est si la fonction A elle est polynomiale en xi. Alors les notations ici, c'est que alpha c'est un multi-indice. Et cette notation-là, c'est la notation usuelle. Un xi puissance alpha, ça va être en fait la première coordonnée de xi puissance alpha 1, xi 2 puissance alpha 2, xi d puissance alpha d. Et si j'applique ma définition, là, je vais obtenir comme opérateur je remplace xi par la dérivation, et donc d indice j, c'est 1 sur i. En général, on met parce que dans la formule dans la transformée de Fourier, dans la formule qui fait passer, on sait que par la transformée de Fourier, la dérivée devient une multiplication, mais il y a un i qui intervient, et c'est pour ne pas avoir toujours ce i qu'on l'incorpore directement dans la définition de ce grand D. Et puis d puissance alpha, ça veut dire d1 puissance alpha 1, d indice d puissance alpha d. Donc voilà, si A elle est polynomiale par rapport à xi, on trouve les opérateurs différentiels. Et comme j'ai dit, si on avait pris la quantification de Weil, on aurait une version symétrisée de cette définition. Alors une remarque pas du tout intéressante, mais c'est que en fait, on va avoir besoin de savoir sur quels espaces agissent ces opérateurs en fonction de la régularité de A. Et une première remarque qu'on peut toujours faire, c'est que si A c'est une distribution tempérée, alors on peut montrer que l'opérateur associé il agit de manière continue de la classe de Schwarz dans les distributions tempérées. Ce n'est pas spécialement intéressant, mais ça nous dit au moins qu'il y a un espace sur lequel toutes les formules que je vais écrire ont un sens. Ça permet de rassurer, disons. Mais évidemment, ce n'est pas des espaces, c'est pas des espaces très intéressants. Et on va définir des classes de fonctions A qui s'appellent des classes de symboles. Je vais prendre la définition de la classe de symboles de Kohn et Nirenberg. Je
ne sais pas du tout pourquoi on utilise ce mot de symbole. J'ai remarqué que ça faisait assez peur en fait aux gens. Mais bon, c'est comme ça, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est la classe S indice M, ça va être les fonctions A qui vérifient que... Donc elles sont de classe C infinie. Mes fonctions A seront toujours déjà de classe C infinie. Et leurs dérivées doivent être bien contrôlées. Donc la dérivée alpha fois en x et bêta fois en xi, elle doit être contrôlée par une certaine constante qui peut dépendre, enfin qui a priori dépend de alpha et bêta, et fois xi puissance m moins la somme donc, bêta c'est toujours un multi-indice et la taille de bêta c'est la somme des bêta j, puisqu'on appelle psi crochet, c'est en gros c'est norme de xi, mais sauf qu'on ne peut pas être embêté en 0, donc c'est 1 plus norme de xi. Donc ça c'est ce qui s'appelle la classe SM. Alors ça c'est pour tout. Je vais appeler petit indice M les opérateurs ainsi obtenus. On va appeler ça les opérateurs pseudo-différentiels d'ordre M. Et en particulier... Alors M, un intérêt, c'est que M n'est pas forcément un entier. M, c'est n'importe quel nombre, positif ou négatif. Donc dans le cas des opérateurs différentiels, M, ça va être le degré du polynôme, c'est un entier, mais dans la définition générale, M, c'est un nombre réel, positif ou négatif. Et on va appeler psi indice moins infini, c'est l'intersection des psi M. En fait, ce sont les symboles qui décroissent plus vite que n'importe quelle puissance de xi. Et en particulier, nous, en fait, une fois qu'on fera des démonstrations sur des variétés compactes, en fait, on prendra toujours des symboles à support compact. Donc ça contient en particulier toutes les fonctions C infini à support compact. Alors, je vais profiter, bientôt arrêter, je vais juste écrire. Je vais profiter du fait d'avoir encore la formule. On va avoir besoin aussi de travailler avec la version semi-classique. Ou à petits paramètres. Qui est celle où on rajoute un h devant l'opérateur de dérivation et on le note hop indice h. Et ça revient en fait, à mettre un h ici par changement de variable, ça revient à mettre un h ici et ici. Et juste pour conclure, je vais faire remarquer je sais. Non, je vais peut-être m'arrêter là. On continuera ça la semaine prochaine dans le but d'aller ensuite... Enfin, on va d'abord faire les définitions sur RD, mais dans le but ensuite de passer à des variétés compactes et de faire la démonstration du théorème de Schnirelmann. Voilà. Là, je vous remercie. Et puis...